Tout au long du débat, vous pouvez poser les questions en chat. Et puis, Marc Darras va les regrouper et puis intervenir quand cela sera nécessaire. Et bien entendu, il y aura en finale une partie questions-réponses largement ouverte à tous. Donc, retour sur le débat sur la publicité. On a retrouvé dans des fresques antiques des annonces pour des combats de gladiateurs. Au fur et à mesure du temps, sont arrivés ensuite des crieurs qui vantaient leurs produits sur les marchés. Puis est apparu ce qu'on a appelé la réclame, avec de l'affichage mural, des cartes publicitaires. Et la publicité en tant que rendre public est née environ en 1830, avec des insertions dans les journaux. Ensuite, elle est apparue dans les boîtes aux lettres, sur les ondes, à la radio. Aujourd'hui, on la retrouve dans les réseaux sociaux, dans nos boîtes mail, mais aussi dans les stades, dans les films, dans les magasins, etc., etc. Le secteur large de la communication représenterait environ 30 milliards d'euros en France, dont à peu près la moitié en achat d'espace, car il ne faut pas oublier que la publicité fait vivre une partie de la presse. Elle est aujourd'hui traversée par un certain nombre de courants et de tempêtes. Et donc, pour faire un état des lieux sur ce sujet-là, poser les questions d'aujourd'hui, essayer de trouver des solutions, de proposer des solutions, nous avons le plaisir d'avoir 3 experts. Valérie Martin, qui est la chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Gildas Bonnel, qui est président de la commission RSE de l'AACC, Association des agences conseils en communication, et par ailleurs président de CEDIES. Et Jérôme Guibert, qui est président de la Fabrique écologique et conseiller maître à la Cour des comptes. Le débat va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, on va un petit peu poser les bases. Qu'est-ce que c'est que la publicité? Quel est son rôle? Et puis, chacun des intervenants pourra se présenter un peu plus s'il le souhaite. Et nous allons commencer par Gildas Bonnel. Donc, nous vous avons donné la question de la définition de la publicité, du rôle des agences et de la gouvernance des professionnels de la publicité. Alors d'abord, merci Sylvie. Je voudrais dire que je suis ravi de participer à un mardi de 4D parce que j'aime cette association. Je l'aime à cause de toi, à cause de Pierre Radan, à cause de Vaya, des liens qui nous unissent. Je dois dire que j'ai fait un TEDx en 2010 où je cite Pierre Radan comme étant peut-être celui qui m'a le plus éclairé dans ma démarche de compréhension des enjeux de durabilité. Donc voilà, c'était un petit mot d'amour. Et comme je suis non pas un publicitaire mais un communicant, je vais dire à la suite de Benoît, adhérer. L'association a besoin d'adhésion, a besoin de force vive. Voilà, un petit coup de com', ça se dit fort. Donc, si je dois me présenter, tu dis Sylvie que je suis président de la commission RSE de la CC et par ailleurs président de CIDIES. Je vais retourner le truc. Je suis président de CIDIES, qui est une agence de communication qui est dédiée exclusivement au sujet de responsabilité sociale et environnementale des marques. C'est à ce titre que j'ai pris des responsabilités au sein du syndicat qui est le syndicat représentatif, le syndicat qu'on dit patronal, des agences de communication. Quand on parle de publicité, il faut comprendre que l'on parle d'une partie, d'un outil le plus visible et aussi le plus irritant aujourd'hui dans la société par un nombre de parties prenantes et nombre de nos concitoyens qui trouvent que la publicité est de plus en plus intrusive et surtout qu'elle nous renvoie l'image d'une société de consommation dans lequel de plus en plus de nos concitoyens ne se reconnaissent pas vraiment. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui fort, tel que décrit en introduction, sur qu'est-ce que c'est que ce pouvoir-là, ce pouvoir d'afficher dans les rues, dans les écrans,
et s'immiscer un petit peu partout dans la cité des messages qui sont des messages commerciaux. Mais je voudrais quand même repréciser le fait que la publicité, ce n'est pas la communication, c'est un de ces outils et c'est un de ces outils les plus visibles, les plus marquants parce que c'est conçu sur un principe assez simple de rendre public une offre pour pouvoir la comparer à une autre, pour en vanter les mérites, hein, c'est l'histoire de la réclame, et de le faire dans un espace donné, court, si on parle de films télé ou de vidéos, encadré quand il s'agit d'une page A4 dans la presse ou sur un 4x3 dans les murs de la ville. Donc c'est finalement l'expression la plus puissante qui va aller chercher de la reconnaissance, de la mémorisation et qui va tenter, par ces techniques, de marquer les esprits. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est un sujet saillant à l'heure où on est en train de se réveiller, nos sociétés sont en train de se réveiller, l'une après l'autre, groggy après les 30 glorieuses et cette espèce de période de croissance qu'on pensait infinie. Moi, je suis rentré dans tout ce bazar. Vraiment, j'ai pris des responsabilités dans le syndicat professionnel au moment du Grenelle de l'environnement, puisque mon agence avait plus avant travaillé sur des sujets d'éco-conception et donc de responsabilité de l'impact environnemental de nos campagnes. Et quand est arrivé le Grenelle de l'environnement et que pendant, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, je sais que certains y étaient, très rapidement, les associations, les ONG ont pointé du doigt ceux qui allumaient le feu sous la cocotte de la consommation et donc déjà à l'époque faisaient le lien et pointaient directement la responsabilité d'un secteur professionnel qui participait à cette fameuse croissance et donc à l'acte d'achat et à l'acte de consommation. À la suite du Grenelle, je ne veux pas être trop long dans cette partie introductive, mais à la suite du Grenelle, d'abord, j'ai souvent dit que les communicants se sont retrouvés comme une poule qui trouve un couteau, c'est-à-dire tout d'un coup, mais de quoi on nous parle? De quoi on nous parle? Finalement, on était un secteur d'activité qui a été le dernier, je veux dire le secteur publicité, communication, médias, qui se pensait un petit peu hors de tous ces sujets d'impact, puisque nous, on n'avait pas d'usine, on n'utilisait pas de matières premières, on faisait plutôt du conseil et des dessins et voilà, et de la petite production. Donc, on était très, très éloigné. Moi, j'aimais bien dire qu'on était complètement hors sol par rapport aux grands secteurs et aux grandes industries du secteur primaire, secondaire, qui très rapidement, vous le savez tous ici, depuis l'époque du traité de Rome, étaient parfaitement au courant qu'on allait se retrouver dans une finitude des moyens, parce que quand on fait de la mine, quand on fait de l'extraction, quand on fait de l'énergie, bah, on est connecté directement avec le sous-sol, et donc on savait bien qu'à un moment donné, on aurait un problème. Nous, on était un secteur d'activité finalement qui était complètement hors sol et qui ne s'attendait pas du tout à se faire rattraper par la patrouille de façon très violente. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse aussi particulièrement. C'est pourquoi est-ce que émotionnellement, on a autant envie de taper ou de pointer, d'interpeller. Il y a plusieurs, on y reviendra, il y a plusieurs registres sur cette activité. En fait, cette activité, elle a comme définition aussi ou comme mode opératoire d'être un reflet de la société dans laquelle on vit. Elle nous rappelle en permanence que nous sommes dans une société consumériste et elle nous renvoie à chacun nos propres réactions, nos propres dissonances. Elle joue sur nos désirs, elle active en permanence notre sentiment de besoin et de désir, et donc elle nous met dans une forme aujourd'hui d'ambivalence qu'on connaît tous. Hein. C'est compliqué d'arrêter la viande, c'est compliqué de se mettre au vélo, c'est compliqué de trier ses poubelles, et c'est compliqué de se dire que finalement, on ne va peut-être pas aller visiter la côte est des États-Unis avec ses petits-enfants et qu'on va peut-être plutôt se résoudre à faire la Lozère.
Ça veut dire qu'on est dans un moment de deuil voilà, d'une vision du bonheur, de l'épanouissement qu'on a à vivre collectivement. Alors, je ne veux pas faire de grands prêches maintenant, je vais laisser mes petits camarades se présenter à leur tour. Disons que ce que je peux vous dire en préambule, si je prends ma casquette, parce que je suis là venu avec ma casquette corporatiste, parce que j'assume d'être le patron de la commission RSE du syndicat des agences de communication, comment est-ce qu'on a appréhendé le sujet comment est-ce qu'on a tenté de circonscrire notre responsabilité au sortir du Grenelle de l'environnement. À l'époque, on s'est dit, et je dois dire que je suis assez fautif, que le premier sujet, c'était l'éco-conception, c'est-à-dire l'impact environnemental. Il fallait du papier versus le digital. On est d'ailleurs toujours sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer l'impact CO2, l'impact carbone d'un événement par rapport à un autre? Bref, on avait en un ce qu'on appelait l'éco-communication, c'est-à-dire l'éco-conception appliquée à notre production. Et puis, on avait mis en deux le sujet de la représentation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact sur les imaginaires ou l'impact induit par nos messages, par les représentations sociales d'une communication. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que l'accomplissement social? Pourquoi est-ce que, je me souviens à l'époque, quand l'APEC faisait une campagne, parler des cadres, c'était toujours des hommes de 40 ans, blancs, en loden, avec un attaché-caisse courant dans un aéroport. Bref, on avait positionné ce sujet des représentations et de l'impact sur les comportements en deux. Et enfin, en troisième pilier de notre responsabilité, venait derrière la gouvernance de nos entreprises, parce qu'on est des entreprises de services comme dans le tertiaire financier, comme dans toutes les boîtes de conseil, et on a des sujets d'inclusion sociale, d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, vous avez peut-être lu la chronique de nos sujets sociétaux terribles sur le harcèlement moral, sexiste et sexuel. Bref, je vous en passe, mais je pourrais répondre sur ces sujets-là si vous voulez. On a ensuite très rapidement compris que quand on faisait une mesure d'impact, que en fait, l'éco-conception dans nos métiers, bon, c'est vrai que le Tour de France, quand vous voyez le Tour de France, c'est un événement qui a un impact colossal en termes de déchets, en termes de carbone, mais toute notre production n'est pas de cette même nature. On s'est très vite aperçu que, exactement pour les spécialistes qui sont là, scope 1, scope 2, scope 3, que l'impact principal, c'était l'impact sur les comportements. Et aujourd'hui, on a repassé depuis plusieurs années en responsabilité première le fait que c'est donc notre responsabilité sur l'imaginaire collectif et sur les représentations sociales qu'on véhicule qui sont premières. Je vais m'arrêter sur le fait qu'aujourd'hui, je pense que ça va être un des sujets qu'on va adresser tout de suite avec Géraud et Valérie, c'est qu'on a pointé peut-être pas assez, moi je l'ai beaucoup martelé, mais aujourd'hui, ce qui nous arrive collectivement, c'est la question centrale, le nœud gordien de la relation que nous entretenons, nos sociétés, parce que la communication n'est finalement qu'une partie de n'importe quelle entreprise, de n'importe quel agent économique ou social, du rapport que nous entretenons avec la consommation, et donc avec le sujet qui nous est aujourd'hui adressé parfois un peu violemment et parfois assez injustement, sur le fait que est-ce que nous sommes aujourd'hui des acteurs de la surconsommation, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Ça vous va comme… Merci beaucoup, Gildas. Maintenant, nous allons entendre donc, Valérie Martin, donc, chef du service mobilisation citoyenne et médias. Donc, Valérie va aussi nous brosser sa vision du paysage, de la question de compréhension des enjeux et particulièrement par les citoyens, mais aussi par les professionnels. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup pour cette invitation et puis ravie de se retrouver à débattre avec Gildas et Géraud. Moi, j'aurais tendance à dire que effectivement, d'abord, je partage la même pensée émue vis-à-vis de 4D et de son président, qui était le mien avant, Pierre Hadane, puisque j'étais même à son cabinet. Et donc, voilà, une pensée chaleureuse à son encontre.
en écoutant Gildas, j'étais partagée. Je me suis dit, bon, Gildas, il va être recruté à l'ADEME. Il va falloir qu'il vienne, on va pouvoir faire des choses ensemble. Ah, bah enfin, tu m'en parles. Voilà, enfin. Mais est-ce que Gildas représente bien l'intégralité de la pensée profonde du secteur de la publicité? Est-ce que aujourd'hui, cette conscience qu'on vit, on consomme au-dessus des ressources de la planète, que ce soit la pub, que ce soit la mode, les évolutions technologiques permanentes, on est à J- je ne sais pas combien du Black Friday, là, dont on nous rabat les oreilles. Est-ce que tout ça qui nous pousse à accumuler, à renouveler rapidement nos biens, etc., à avoir des choses, même si on ne s'en sert pas, même si on n'en a pas besoin. Du fait que, effectivement, comme l'a dit Gildas, la société de consommation a décrété que notre bonheur se construisait sur l'accumulation de biens. Donc, moi, j'ai aujourd'hui un véritable questionnement, et c'est ça, je pense, le fond du problème, comme tu l'as dit, Gildas, c'est que on est dans un paysage économique et social en profonde mutation, qui est marqué très fortement par des enjeux et des risques qui soient climatiques, qui soient liés à l'épuisement de ressources, qui soient bien sûr sanitaires également ou économiques, qui vont affecter directement la fonction de communication. Et comment est-ce que, en gros, la communication, d'une part, est-ce qu'elle est consciente de sa responsabilité sociétale et de son impact sur l'imaginaire collectif lié à ces questions de surconsommation? Est-ce qu'elle est en capacité aussi de nous proposer une autre vision du monde, hein, loin de celle justement qui va nous faire percevoir la croissance de la consommation comme la seule mesure de notre bonheur, et donc qui va nous amener à nous questionner sur nos besoins, nous permettre bien sûr de les satisfaire en limitant leur impact sur l'environnement, cette fameuse logique de sobriété? Est-ce que, au contraire, comme certaines personnes du secteur le disent, il ne faut faire confiance qu'à l'intelligence du consommateur, qui après tout a toute l'attitude et l'intégralité des cartes en main pour pouvoir trier le bon grain de livret? Bref, comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir travailler ensemble pour pouvoir laisser la place à cette fameuse communication plus responsable, c'est-à-dire que ce soit une communication, je pense que c'était très bien dit par Gildas, qui soit plus sensible aux enjeux écologiques, davantage aussi à l'écoute des citoyens, qui intègrent mieux la notion d'urgence, qui s'interrogent aussi bien sur la façon dont elle va délivrer le message, la fameuse éco-conception, que sur les messages qu'elle délivre. Mais j'ajouterais un troisième pilier à tout ceci. J'ajouterais le pilier de la formation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si la fonction communication ne s'adapte pas aux enjeux de la transition écologique, eh bien, ce sera impossible d'engager un véritable retournement, un véritable changement des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne repense pas la mission essentielle de la communication, c'est-à-dire une communication qui va répondre davantage aux attentes des gens, hein, qui soit plus sincère, plus courageuse, eh bien, on va passer complètement à côté de l'objectif qui est le nôtre. Et pour ça, ça veut dire que comment on fait pour que cette mission communication, elle soit mieux alignée, comment elle soit dans une cohérence permanente de toutes les actions qu'elle mène, hein, que ce soit sur les aspects marketing, publicité, communication en elle-même, actions qui sont à la fois internes et externes aux entreprises. Bref, dans ce fameux spectre à 360 degrés, comment est-ce que l'on fait pour que, justement, on puisse accompagner la montée en compétences des communicants? Parce que je ne vois pas comment on peut parler de tout ce qui est lié à notre responsabilité à la responsabilité sociétale, comment on peut parler de développement durable si on ne maîtrise pas les enjeux et si on n'en a pas une connaissance, et notamment en matière de l'importance des enjeux auxquels on fait face. Et donc, ça veut dire qu'on a un effort très important en matière de formation à engager, qui veut dire repenser les formations à la matière, accompagner le parcours
des communicants en exercice et que aujourd'hui, même si de ci, de là, on voit que le thème de la transition écologique apparaît dans dans les formations, dans des programmes de formation, pour autant, ça fait l'objet d'un traitement, disons, on va dire, plus ou moins varié, et où soit on a la transition qui est vraiment écologique, qui est au centre, soit qui est juste à la marge et où on se donne bonne conscience. Et donc, dans le même temps, on constate chez les personnes et chez les communicants, qu'ils soient déjà en poste ou qu'ils soient des futurs communicants en devenir, qu'il y a une attente forte en la matière et que cela peut aussi générer chez eux eh bien, des orientations de carrière. On le voit, je ne sais plus qui me disait que dans certaines agences aujourd'hui, on avait une forme de défection des jeunes communicants qui ne se retrouvaient plus dans cet alignement. De ce côté-là, je pense que si on oublie ce pilier des communicants en tant que tel, si on va passer à côté de l'équilibre global et à côté de la véritable capacité à révolutionner le secteur. Ils sont porteurs très certainement d'une force, d'une capacité à construire la communication de demain, cette fameuse communication plus responsable. Alors, à cet égard, on travaille avec la ACC, donc là, je m'adresse à la casquette de Gildas, qui est la ACC, puisqu'on va sortir au mois de décembre, la ACC et l'ADEME, un programme de formation en e-learning, une formation en e-learning. Je pense également au guide de la communication responsable que l'on a pu produire côté ADEME, qui est sorti au mois de janvier 2020, qui a pour objectif de faire connaître au plus grand nombre les bonnes pratiques, les innovations, lutter contre les idées reçues et qui s'est entouré d'une cinquantaine d'experts, voilà, qui permet de mieux comprendre et qui surtout permet de faire comprendre comment il est important de travailler sur un triptyque qui soit le communicant, donc la direction de la communication, la direction marketing, mais également la direction RSE. Bref, cette question de la communication sur la transition écologique, c'est aussi une question de la communication en transversalité, c'est aussi une nouvelle façon de travailler ensemble, parce que sinon, je pense qu'on continuera à entendre, comme on peut l'entendre aujourd'hui, que après tout, les consommateurs sont suffisamment intelligents et que quand on leur donne une publicité, ils sauront parfaitement la décrypter, que celles-ci disent des idioties ou pas. Et voilà. Et là-dessus, je pense que c'est peut-être le complément que je voulais apporter au point que Gildas a soulevé et qui montre que dans le cadre de la révolution que le secteur doit opérer parce qu'elle ne peut plus, ce secteur ne peut plus se contenter de diffuser ses arguments traditionnels en disant qu'elle n'est que le reflet de son époque et que de toute façon le consommateur n'est pas dupe, mais qu'il faut aujourd'hui aller sans doute beaucoup plus loin et que cela passe aussi par cette partie de la formation. Merci, merci beaucoup Valérie. Donc pour rester sur cette première partie des bases, Géraud Guibert. Donc Géraud Guibert, vous êtes président de la Fabrique écologique et conseiller maître à la Cour des comptes. Et vous allez plutôt nous parler du lien de la publicité avec le système économique. Merci Sylvie. Oui, je voudrais évidemment moi aussi saluer cette initiative de 4D que je trouve tout à fait passionnante. Saluer Gildas et Valérie, c'est le plaisir que j'ai à débattre avec eux. Et puis je voudrais moi aussi saluer Pierre Radane et puis la mémoire de Michel Mouzel, que j'ai connu il y a très très longtemps, il y a une quarantaine d'années. Donc ça ne nous rajeunit pas, mais bon, on peut avoir une petite pensée pour Michel en ce moment. Je voulais essayer de vous indiquer les réflexions que je peux avoir. Donc, on a fait, nous, avec Thierry Libert, un rapport, comme vous le savez, sur publicité et transition écologique, qui fait un diagnostic et fait un certain nombre de propositions. Et je voulais essayer, en amont, d'essayer de décrypter la relation qu'il peut y avoir entre
la publicité est finalement notre mode de société et notre système économique. Je crois qu'il ne faut pas confondre la communication et la publicité, même si aujourd'hui la publicité fait partie de la communication. Mais les sociétés ont de tout temps eu des communications. Même les peuples premiers, il y avait de la communication entre eux. Même en Union soviétique, il y avait quelques aspects de communication, certes descendantes, mais qui existaient. Ça a été bien dit, il y a une grande différence quand même au moment de la révolution industrielle. C'est la création de la publicité et qui a fait passer le vecteur communication dans un stade d'industrialisation finalement de la diffusion de messages, alors qu'auparavant c'était, et dans d'autres sociétés, j'y reviendrai, c'est évidemment tout à fait marginal. Et à partir de là, on peut s'interroger pour savoir si la publicité, finalement, elle est, je crois que c'est un premier point important que je voulais souligner, elle est comme le revendique un certain nombre de publicitaires, heureusement pas toi, Gilda, mais plusieurs autres, elle est simplement un voile du système économique, c'est-à-dire si finalement elle ne fait que répercuter les logiques du système économique, ou si elle est autre chose. Et moi, je pense profondément que la publicité a vraiment deux aspects. Le système économique la conditionne fortement, et on voit bien encore aujourd'hui, par exemple, l'importance prise par les marques dans un contexte de communication beaucoup plus foisonnant qu'il y a quelques années. Et donc, le système économique, la mondialisation, conditionne les méthodes de publicité, en grande partie les méthodes de publicité d'aujourd'hui. Donc, il y a un effet très direct de l'évolution du système économique sur la publicité. À l'inverse, la publicité ne doit pas s'exonérer. Un certain nombre d'entre eux, de publicitaires, comme tu en fais partie, ne s'exonèrent pas, d'autres s'exonèrent beaucoup plus facilement, ne doit pas s'exonérer de l'effet autonome qu'elle peut avoir sur le système économique, l'effet autonome à la fois de démultiplication du système économique, et c'est évidemment la logique de l'hyperconsommation, et puis aussi effet autonome dans la façon dont elle, en effet, apporte un certain nombre de représentations, même si souvent elle ne fait qu'accentuer des phénomènes qui existent déjà. Je pense par exemple au problème absolument essentiel, je pense, de la transition écologique, qui est ce problème de l'identification à la consommation totalement excessive des plus riches, qui est à la fois un problème des plus riches, parce que ceux-ci consomment de manière extraordinairement gaspilleuse et que, évidemment, c'est scandaleux, mais aussi un problème d'une logique de la société qui fait qu'un certain nombre de catégories de la population se disent « il faut que j'imite au maximum ces comportements ». Et de ce point de vue-là, je pense que ce phénomène-là, par exemple, c'est un phénomène que la publicité a, je pense, accentué, mais qui existe d'une certaine façon et qui existe dans notre société, on ne peut pas dire même sans publicité, parce que ça, c'est un raisonnement qui n'existe pas, mais en tout cas, qui n'est pas forcément uniquement lié à la publicité, et donc il faut bien prendre conscience. Donc, ce double aspect que le système économique crée la publicité et les formes publicitaires, et à l'inverse que la publicité a un rôle autonome par rapport au système économique, je pense qu'il faut bien comprendre cette liaison entre les deux, parce que parfois, des propositions, et je vais y venir, des propositions d'évolution du système économique qu'on ne veut pas faire, par facilité, on se dit on va les faire par la publicité. Ce qui, évidemment, aboutit très souvent à des impasses, pas toujours, mais très souvent à des impasses, et donc, et on y viendra dans les solutions ou dans les réflexions de solutions, mais je crois qu'il faut avoir conscience qu'il y a vraiment un lien étroit entre les deux et que l'un et l'autre s'entretiennent. Le deuxième élément que je voulais développer, c'est cette idée qui peut apparaître paradoxale, c'est que la publicité et les publicitaires aiment à nous dire il faut évidemment qu'on suive la société et qu'on s'adapte aux évolutions de la société. Ils aiment bien, en effet, donner l'impression qu'ils suivent la mode, qu'il y a une mode qui s'exerce. Et le paradoxe est aujourd'hui que la transition écologique, qui est un enjeu majeur, que tout le monde le sait, qui
qui est un enjeu sur lequel qui est de plus en plus largement partagé. Parce que dans tous les sondages que vous avez, vous pouvez regarder des évolutions quand même extrêmement fortes qui montrent à quel point les gens sont devenus sensibles à la nécessité de la transition écologique. Je n'y reviens pas. Eh bien, dans ce contexte-là, il peut apparaître très paradoxal que le milieu publicitaire s'interroge aussi peu, ou disons s'interroge avec retard en tout cas, sur cette idée qu'il faut que les publicitaires adaptent leurs méthodes et leurs messages à cette évolution de la société. Alors, il y a différentes raisons à ça. Il y a évidemment des raisons économiques très directes. C'est que, d'une certaine façon, introduire la logique de la transition écologique aboutit en effet à une réflexion sur l'hyperconsommation, sur la limitation d'un certain nombre de types de consommation, qui évidemment ne va pas dans le sens d'un capitalisme débridé tel qu'on voudrait, et qui ne va pas en tout cas dans le sens d'une augmentation du chiffre d'affaires des publicitaires, en tout cas à court terme. Mais on peut quand même s'interroger sur ce retard pris, et je pense qu'en tout cas, ça donne un levier, cet aspect donne un levier extrêmement important pour se dire, eh bien, il faut impérativement, non seulement que les publicités rattrapent ce retard, mais aussi, pourquoi pas, prennent de l'avance sur ce sujet par rapport à d'autres. Et c'est un peu la logique qu'on a essayé de développer avec Thierry Baert dans notre rapport. Tout ça pour dire que, évidemment, la transition écologique modifie radicalement l'approche qu'on doit avoir de la publicité. Elle la modifie radicalement parce que, évidemment, la publicité doit se réinterroger à propos de la transition écologique sur est-ce que vraiment on encourage tous les types de consommation? Est-ce que vraiment, vis-à-vis du consommateur, on informe suffisamment sur les réalités d'impact climatique et écologique des produits? Est-ce que vraiment, pour que notre message passe dans le contexte de la société d'aujourd'hui, il ne faut pas, au contraire, avoir une stratégie publicitaire qui cible différemment et qui cible moins pour mieux cibler? Et à ce là, je crois que, me semble-t-il, ceux qui gagneront dans 10 ans dans le milieu publicitaire, mais c'est la même chose dans beaucoup de secteurs économiques, sont ceux qui auront compris que cet horizon doit progressivement s'imposer. Alors là-dedans, quel est le rôle de l'État et de la puissance publique? Il doit évidemment essayer d'impulser des évolutions, mettre en place les régulations pour impulser des évolutions. Ayons quand même en mémoire que on n'est pas à un stade, comment dire, que la logique d'interdiction, et on y viendra, peut se prendre sur un certain nombre de sujets, mais que dans cette logique-là, elle ne règle pas tout, loin de là, puisqu'elle ne règle pas la représentation que nous devons faire, et donc moi je rejoins tout à fait Marie quand elle dit que l'objectif, ça doit bien être une consommation plus responsable, ce qui veut dire qu'il y a en effet tout un travail sur à la fois les supports et de représentation à faire pour arriver à ce résultat. En tout cas, ce travail est absolument indispensable et je pense que, et je me réjouis, et je terminerai là-dessus, je me réjouis qu'il fasse l'objet de débats, parce que c'est vrai que depuis un an, on voit bien que toute une série de propositions diverses et variées, de rapports, etc., montrent qu'il y a un débat dans la société sur ces sujets-là et l'important, c'est qu'il faut que ce débat débouche dans de bonnes conditions et que c'est un élément non négligeable, en effet, de la réussite, de l'accélération de la transition écologique. Merci Giraud. Avant justement de passer à cette seconde partie qui est justement la question du débat et des controverses, Marc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés. Alors, il y a un certain nombre de commentaires. Je vais essayer d'en faire une petite synthèse, qui sont des réactions, dans le fond, plus pour une partie d'hommes de la rue. La première, c'est « Et pourquoi il y a des publicités pour la SUV ?» La deuxième question, c'est mais en fait, ce n'est pas la publicité qui est gênante, c'est son envahissement. Donc ça, c'est un autre point de vue. Et puis, finalement, il y a cette question de dire, mais est-ce que la publicité ne pourrait pas être utilisée pour les produits vertueux? Alors, ça renvoie à une autre question
et que vous avez évoqué, c'est que la publicité se trouve dans une chaîne qui est liée au marketing, à la communication d'entreprise. Et on pourrait presque dire par rapport à ces questions-là, à la stratégie d'entreprise en tant qu'entrepreneur dans la société et dans un cadre plus contraint. Donc, il y a ces questions d'imaginer la publicité au service de vertu par rapport aux contraintes que nous avons. Et enfin, il y a une dernière remarque, je ne sais pas s'il ne faut pas la voir un petit peu comme désabusée, c'est de dire qu'en raison de la crise économique qui va venir avec le Covid ou qui est déjà présente, est-ce que dans le fond, les consommateurs ne vont pas naturellement se tourner vers des produits plus éco-conçus, plus résilients, moins chers, et donc avoir une image différente des produits bien. Voilà. Merci Marc. Dans ces questions et ces commentaires, il y a déjà des pistes de sujets qui vont être abordés dans les deux autres parties du débat, mais très rapidement, vraiment rapidement, Gildas, Valérie ou Géraud, un commentaire sur ces remarques ou vous préférez garder ça pour la suite? Je trouve que c'est intéressant, peut-être en une minute. Je voyais aussi, est-ce que c'est la publicité qui a pris du retard ou les marques, les marketeurs, etc. Peut-être une petite remarque par rapport à ce que dit le lien avec ce qu'a dit Géraud aussi, à savoir que peut-être que les marketeurs, ils ont été formés pour qu'on leur dise, bah voilà, faut mettre en avant un principe de plaisir, voilà, ok, vous avez besoin de ça, ça va vous faire du bien, etc. Donc une communication assez positive. Et puis arrive là-dessus cette conscience environnementale qui, à mon sens, va battre en brèche l'ensemble, mais qui est très compliqué à comprendre, sauf pour un certain nombre d'agences comme celle de CIDIES, par exemple, à savoir que ce n'était pas simplement un effet de mode. Et peut-être que c'est ça aussi qui est une des choses importantes à comment ça s'appelle pour moi, en tout cas, qui peut être un facteur d'explication, c'est que trop longtemps, une grande partie du secteur a cru que ce n'était qu'un effet de mode, cette transition écologique. Et aujourd'hui que ces questions même de transition écologique s'installent, que cette conscience environnementale, Géraud, tu le rappelais, mais en gros, aujourd'hui, c'est l'une des premières priorités. Et même quand on fait notre baromètre, je veux dire, pendant le Covid, après le Covid, etc., cette priorité environnementale, elle reste en tout cas très présente. Et donc aujourd'hui, forcément, ça interroge et ça heurte de plein fouet les croyances, tout ce sur quoi les marketeurs, les marques étaient assises. Ça ne veut pas dire que les marques ne se préoccupaient pas du questionnement. Et je pense que pour ça, il faut sans doute dissocier la question des marques, des marketeurs et de la façon dont on avait dans les marketeurs aussi, disons, une rémunération au volume, puisque de toute façon, plus tu vendais, plus tu gagnais. Donc forcément, ce système-là, il auto-alimentait la machine. Mais bon, voilà, je me tais. Et peut-être que Géraud et Gildas, il va dire quelque chose. Je pense que dans les réponses qu'ils vont faire dans les deuxième et troisième parties, les questions qui ont été posées vont être incluses. Je pense qu'ils les ont en tête. On va passer donc à la deuxième partie, c'est-à-dire le contexte et justement les controverses. Ça a déjà été dit. En ce moment, il y a pas mal de controverses dans le paysage de la publicité. Il y a des associations qui quittent la RPP dont Valérie nous a parlé, d'autres qui ont publié un rapport Big Corpo. J'ai vu que quelqu'un nous demandait des liens. On pourra vous donner effectivement toute une série de liens sur un certain nombre de documents et de rapports liés au sujet que l'on aborde aujourd'hui. Et puis, il y a la Convention citoyenne, il y a des élus aussi qui demandent à ce qu'on interdise la publicité sur certains produits.
pour répondre à ces controverses, non, pour aborder ces controverses. La première qui va parler, c'est Valérie, qui va nous parler un petit peu du paysage organisationnel et justement de ces derniers rapports publiés. Je vais peut-être aller très vite parce que il y a une partie d'entre vous qui sans doute les connaissent bien, mais c'est vrai qu'on observe ces derniers mois une montée en question, une montée en puissance, pardon, de toutes ces questions, de toutes ces controverses, et donc le secteur de la publicité se retrouve en gros entre, on va dire, juin et septembre, confronté à de grosses turbulences qui de toute façon montaient déjà gentiment depuis longtemps dans le paysage, mais enfin là, qui se sont concentrés, puisqu'on va voir sortir énormément de propositions, de rapports, etc. Alors, par exemple, il y a les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui, en dévoilant ces 150 propositions, enfin ces 149, a dit attention, il y a la question de la régulation de la publicité et ça fait suite notamment à la prise de parole que Valérie Masson-Delmotte avait faite dès le début de la Convention citoyenne. Donc, dedans, on retrouve ça naturellement. Ensuite, toujours en juin 2020, on a la publication d'études d'ONG. Alors d'abord, on a celle des Amis de la Terre, de Résistance à l'agression publicitaire et de Communication sans frontières qui vont publier un rapport en partenariat avec l'Observatoire des multinationales, SPIM, qui est intitulé Big Corpo. Et dont le titre est « Encadrer la publicité et l'influence des multinationales, un impératif écologique et démocratique, tout est dit ». D'accord. Et dans cette étude-là, on a le décortiquage du rôle central de la publicité et de la communication des multinationales dans la surconsommation, mais également, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Sylvie, dans le financement de médias. Ensuite, on a l'autre rapport d'ONG qui sort également en ce mois de juin, c'est Greenpeace, le réseau Action Climat et encore Résistance à l'agression publicitaire, avec, je crois, plus d'une vingtaine de chercheurs qui publient un rapport qui montre l'urgence d'une loi E20 climat qui interdirait les publicités faisant la promotion de produits néfastes pour le climat, en commençant par les secteurs de l'aérien, de l'automobile, du maritime et des énergies fossiles. Autre rapport important, mais là, on en a l'un de ses principaux co-auteurs, Géraud Guibert et Thierry Libart, qui remettent j'espère ne pas me tromper, le 11 juin, leur rapport à Madame Borne et Madame Poisson, alors à l'époque en charge du ministère de l'écologie. Et donc, cette étude s'appelle « Publicité et transition écologique » et il fait suite, mais je pense que Géraud va nous en parler davantage, à plus d'1 an d'audition, de travail, etc. On voit également naître un certain nombre de propositions de loi, et donc celle notamment qui s'appelle « Proposition de la loi pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété pour réduire les incitations à la surconsommation ». Vous apprécierez le vocabulaire. Je pense que c'est important de voir autour de tout ça, tout ce qu'on a voulu mettre derrière ces titres. Elle est portée par Mathieu Orphelin. Bon, elle apparaît en juin, fin septembre, il n'y sera pas donné suite dans le cadre des travaux menés à l'Assemblée nationale. On a également de nombreuses tribunes dans la presse qui vont fleurir tout au long du mois de septembre. Une partie de la population, de la profession criant que là-dessus, les ONG, franchement, elles n'ont rien compris à l'affaire et qu'on les agresse de façon franchement indue et que ce n'est pas normal. Les autres claquant la porte de la RPP, je vais revenir sur ce que c'est, ou disant que de toute façon, on ne peut pas, il est impératif de stopper la publicité, ça va jusque-là. Bref, tout un ensemble d'activités sur septembre et octobre. Le tout alors qu'en plein été, le 1er août 2020, on a la publication de la nouvelle recommandation de l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui s'appuie sur les 3 piliers du développement durable, plus les ODD de l'ONU.
D'accord? Et dans cette version réactualisée de la Reco développement durable, elle élargit son champ d'application et elle met au premier rang, alors qu'avant c'était le 9e, les impacts éco-citoyens. Elle met en avant la lutte contre les modes de consommation excessifs. Ces termes-là sont dans la recommandation. Et elle dit qu'il faut lutter aussi contre tous les principes du gaspillage en mettant en avant un contrôle renforcé sur tout ce qui est la question des arguments écologiques. Alors, juste pour mémoire, parce que je pense que vous êtes tous parfaitement au fait, hein, la RPP, c'est l'organisme d'autorégulation professionnelle de la pub en France. C'est une association loi de 1901 qui aujourd'hui comporte à peu près 500, 600 adhérents. Elle fait suite au BVP, puisque en 2008, et elle a été créée véritablement en 2008 dans les suites du Grenelle de l'environnement dont Gildas parlait tout à l'heure. Elle s'est dotée par rapport au bureau de vérification de la publicitaire de 3 instances qui sont importantes puisque c'était ça qui devait permettre de garantir un meilleur respect et une meilleure intégration de ces questions environnementales et donc de maîtriser un peu mieux la folie du recours à l'argument environnemental. Elle s'est dotée du Conseil paritaire de la publicité. Elle s'est également dotée du Conseil de l'éthique publicitaire et enfin d'un jury de déontologie publicitaire. D'accord ? Et au niveau de la RPP en tant que telle, elle essaye de faire en sorte de diffuser en gros une quinzaine de recommandations, dont la recommandation développement durable. Elle délivre des conseils avant diffusion tous médias et pour la publicité télévisuelle, son avis est impératif puisque sans avoir son accord, on ne peut pas diffuser en télé. Juste un chiffre pour que vous l'ayez bien en tête. En gros, hein, elle délivre plus de 20 000 avis par an. Il y a une dizaine, 10-15 juristes qui en font partie. Voilà, c'est juste pour vous rebrosser comment ça s'appelle à grands traits les choses. Enfin, outre tout ce qui s'est passé, voilà TIPA qu'en septembre-octobre également, l'idée des états généraux de la communication apparaît, est mise en place par la profession et l'une des thématiques principales, c'est celle de la communication responsable. Donc on le voit, il y a une pression qui provient de tous les corps sociaux, ONG, citoyens, scientifiques aussi, experts. En gros, tout le monde partage quand même globalement le même constat, même si, soyons clairs, tout le monde n'a pas la même façon de dire que le problème va être résolu, certains allant jusqu'à prôner l'interdiction presque complète de la publicité pour tous les produits polluants, tandis que d'autres ont des propositions qui sont pour le moins plus nuancées, voire qui peuvent être amenées à dire « surtout ne changeons rien ». Donc aujourd'hui, on est clairement à un moment charnière dans le cadre de la future loi suite à la Convention citoyenne. Eh bien, là aussi, ce sujet-là agite l'État. De toute façon, vu comment tous les débats, tout ce que ça agite, on ne peut pas laisser ainsi perdurer la situation. Et donc, il nous faut travailler ensemble pour voir comment concrètement la publicité peut être au service de la transition écologique, surtout quand on sait qu'on est dans un monde, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, Sylvie, à 34 milliards d'euros en 2019 pour la communication, dont 50% pour la seule publicité. Même si pour moi, ce chiffre-là ne veut pas trop dire grand-chose, parce que c'est vraiment 34 milliards qui est vraiment le point important, parce que quand on dit publicité, on voit achat d'espace, mais on ne voit pas tous les trucs qui se passent derrière, et notamment autour des fameux influenceurs et autres moyens de pouvoir mettre, comment ça s'appelle, faire passer et de pousser les messages pour aller toujours vers plus de consommation. Un dernier point dans lequel j'aimerais aussi vous partager, à savoir, c'est que 88% des Français
déclare que les entreprises incitent à la surconsommation par la publicité en proposant toujours plus de nouveautés. Ce sont les chiffres du baromètre de 2019 Greenflex ADEME. On a également un taux de confiance dans les entreprises qui est d'environ 27%. C'est un chiffre quand même qui est historiquement bas, toujours source Greenflex ADEME. Voilà, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de s'intéresser à ces questions de publicité et d'essayer de faire évoluer le secteur. Et j'ajouterais que d'autant plus que quand nous avons mené à bien avec l'ARPP notre bilan ADEME ARPP sur les allégations environnementales, alors on s'appuyait sur la recommandation de 2019, la recommandation de développement durable 2019. On en a tiré deux enseignements principaux. Cette année, alors que le taux de conformité à la recommandation de développement durable, il était toujours en légère augmentation, cette année, il est en chute importante et il revient au même niveau qu'en 2010. D'accord. Deuxième enseignement, les 2/3 des manquements ne respectent pas le point 6 de la recommandation de 2019, à savoir relatif au vocabulaire. On va nous dire mon produit est écologique, il n'est pas plus écologique, il est écologique, c'est la fête, c'est joyeux. Ou alors, on va avoir des visuels qui vous font prendre des vessies pour des lanternes. Dernier point, on sait que deux autres enseignements, Nathan, c'est que la moitié des films publicitaires diffusés sur la plateforme YouTube contreviennent complètement par rapport à la recommandation développement durable, et on a des proportions également très importantes et très inquiétantes pour tout ce qui vont concerner les publis reportages. Donc voilà, peut-être brosser très rapidement le paysage dans lequel aujourd'hui on se trouve et auquel nous sommes tous confrontés et où on espère qu'on va pouvoir réussir à s'en sortir. Merci Valérie, qui va illustrer tout à l'heure par quelques bonnes ou mauvaises publicités ce dont elle vient de parler. Géraud, vous avez commencé à en parler, mais oui, alors, quelles sont la controverse avec la transition écologique? Oui, quels sont les 5 ou 6 grands sujets qui font l'objet de discussions, voire de conflits évidemment, ou de désaccords dans l'articulation entre la publicité et la transition écologique? Le premier sujet nous a énormément frappé quand on a fait cette enquête avec Thierry, on a auditionné quand même énormément de gens. Le premier sujet, c'est à quel point la profession prend peu en charge pour elle-même son bilan écologique et climatique. On a souvent comparé ça dans le dialogue avec nos interlocuteurs avec le secteur de la finance, qui, quoi qu'on en dise, à partir des accords de Paris, a commencé, certes de manière imparfaite, certes de manière très partielle, et quand même a commencé à se dire il est tout à fait important qu'on se mette, en tant que profession, à réfléchir aux impacts climatiques de la finance et à réfléchir à la façon dont tout ça pourrait évoluer. Même si, encore une fois, c'est très imparfait, c'est très insuffisant, etc. Mais il y a eu quand même une réflexion qui se poursuit. Je suis très frappé de voir que cette réflexion-là, dans les instances des milieux publicitaires, alors elle existe dans un certain nombre d'agences, mais dans les instances des milieux publicitaires, elle existe peu. Et un de nos messages, nous, dans la rédaction de ce rapport, a été de dire, écoutez, si vous voulez vraiment être sérieux sur les problèmes climatiques et écologiques, faites cet effort de prendre en charge, en ce qui concerne la profession, vos impacts écologiques et climatiques et de voir comment vous pouvez les réduire. Nous, on a à la Fabrique écologique la conviction qu'il serait extrêmement important que les différents secteurs économiques se mettent en situation de suivre une trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050. Et que ça doit être un raisonnement des acteurs économiques, de l'État évidemment, des collectivités locales, mais aussi des secteurs économiques, même des entreprises quand ils peuvent. Et de ce point de vue. Deuxième sujet important, c'est évidemment la régulation. Marche plus ou moins bien sur certains aspects et sur d'autres. On a un petit problème. J'ai l'impression que la liaison est moins bonne.
Éventuellement, je sais que ce n'est pas très agréable, mais coupez votre caméra. Oui, je vais couper ma caméra. Ça va mieux là? Est-ce que ça va mieux? Vous Allez-y, m'entendez? allez-y. Oui, oui. Vous Vas-y, m'entendez? vas-y. Ça va mieux? Oui, très bien. Vas-y. Je disais, je vais rallumer alors parce que peut-être que ça va aller mieux. J'ai parfois des petites interruptions. Ça va là? Vous m'entendez? Très bien. Oui, très Oui. bien. Donc le deuxième sujet, c'est le mode de régulation du secteur. On peut faire un bilan. Vous savez que le Bureau de vérification de la publicité a été transformé en une autorité d'autorégulation, pas une autorité d'ailleurs, un organisme d'autorégulation au moment du Grenelle de l'environnement. Et ça a été fait sous la pression très forte des ONG à l'époque pour changer ce système qui était un système qui était tout à fait insatisfaisant. Le bilan que nous avons fait de ce système est un bilan, disons, mitigé. C'est-à-dire que c'est un bilan où il y a eu un certain nombre de choses de fait. Quel est l'intérêt de l'autorégulation dans un système publicitaire? L'intérêt, c'est qu'il y a toute une série d'aspects où il faut que ce soit les publicitaires eux-mêmes qui arrivent à se fixer un certain nombre de normes de comportement. Et d'ailleurs, on a fait l'analyse de l'ensemble des pays occidentaux développés et on a remarqué que dans la quasi-totalité des pays, la logique de régulation du système publicitaire était une logique d'autorégulation. Et donc, nous, contrairement peut-être à d'autres rapports, nous n'avons pas été favorables à une autorité de régulation, qui est la grande différence, c'est que ça reviendrait finalement à ce que l'État, dans sa grande sagesse, ou en tout cas l'autorité compétente, affirme des règles et des normes de règlement, ce qui, à notre avis, ne serait pas une bonne chose parce que ça nuirait au fait qu'il faut que les publicitaires eux-mêmes prennent en charge un certain nombre de choses, en particulier en matière de représentation. Mais en revanche, nous avons fait des propositions, et j'espère qu'elles pourront déboucher, des propositions pour réformer profondément ce système, et en particulier l'ouvrir. Parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, ce système est très endogame, et il est très important que les ONG, qu'il y ait un pouvoir fort, et d'autre part que ce système aboutisse à des résultats en termes de sanctions, en tout cas que un avis négatif soit suffisamment fort et conséquent pour éviter des problèmes de publicité mensongère, par exemple. Et donc, il nous apparaît tout à fait important de réformer ce système. Et nous avons fait dans notre rapport un certain nombre de propositions pour le faire. Je passe rapidement parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà en gros la logique. En tout cas, il y a un débat sur est-ce qu'il faut une autorité de régulation, est-ce qu'il faut améliorer considérablement le dispositif d'autorégulation comme on le propose nous, ou est-ce que, comme la profession a tendance à le faire jusqu'à présent, tout ça marche formidablement et il n'y a rien à faire dans le paysage. Troisième aspect tout à fait important, moins médiatisé, mais c'est l'aspect de la publicité, d'affichage et de panneaux lumineux. Et de ce point de vue-là, il y a un débat qui est un peu, en fait, qui est un débat sur quelles compétences on donne aux collectivités locales pour réguler cet aspect-là des choses. Comme vous le savez, comme d'ailleurs l'exemple de Grenoble l'a montré, une collectivité locale, aujourd'hui, avec un règlement local de publicité, peut très bien, par exemple, interdire les panneaux numériques sur son territoire. Elle peut faire pratiquement ce qu'elle veut avec le règlement local de publicité pour réduire le nombre de publicités qu'il y a dans sa ville, pour interdire les panneaux numériques, etc. etc. Et donc, à quelques exceptions près qu'on a dénoncées dans notre rapport, en particulier, il y a un problème majeur, qui est le fait qu'aujourd'hui, une boutique peut installer un panneau lumineux derrière sa vitrine sans que ça soit soumis aux règles d'extinction lumineuse. Mais il y a toute une série de sujets de ce type-là. Mais en tout cas, la logique des choses nous a paru, nous, souhaitable que ce soit toujours les maires, toujours les élus locaux qui décident de l'organisation publicitaire sur leur territoire. Il y a une autre logique qui est défendue par d'autres rapports et qui est de dire, par exemple, qu'il faut interdire sur le territoire français tous les panneaux numériques ou tous les panneaux lumineux. Nous, c'est peut-être qu'on a une culture très territoriale et qu'on pense que la transition écologique passe d'abord par les territoires. Nous pensons que c'est à chaque territoire de définir ce qu'il souhaite. Quatrième débat,
c'est le débat sur est-ce que la publicité doit se limiter, c'est un débat tout à fait essentiel, est-ce que ça doit se limiter à l'information du consommateur, ou plus exactement, est-ce qu'elle doit limiter à ce que le consommateur ne soit pas trompé dans son information, dans la publicité, ou est-ce que dans l'information qu'elle véhicule, elle doit être proactive sur les impacts climat et écologiques d'une publicité? Nous, notre sentiment très fort, c'est que compte tenu des enjeux climatiques, en particulier écologiques, il est indispensable que le milieu publicitaire passe à une étape supplémentaire, c'est-à-dire de ne pas simplement s'interroger si une publicité est cohérente avec l'impact environnemental du produit, mais de se poser comme obligation que la publicité informe clairement le consommateur sur les caractéristiques écologiques ou climatiques d'un produit. Je donne un exemple qui nous a beaucoup choqués, c'est que dans les publicités aujourd'hui, publicité pour un véhicule, vous n'avez aucune information sur le bonus ou sur le malus du véhicule. Et il y a même parfois dans les publicités des informations en disant je vous rachète le malus, tout ça est formidable, etc., etc. Or, si les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif de bonus-malus, c'est bien parce que ça correspond à l'intérêt général, ça correspond à l'intérêt de transition écologique. Et donc, il serait tout à fait logique et cohérent qu'à partir de ce moment-là, les publicitaires soient obligés d'une manière ou d'une autre, nous on a proposé un visuel par exemple, soient obligés d'une manière ou d'une autre à afficher les caractéristiques écologiques du produit. On pourrait faire ce même raisonnement pour le produit électroménager ou pour le Nutri-Score, par exemple. Dernier débat, mais vous voyez bien tous ces débats sont essentiels. Donc, dernier débat, c'est évidemment la régulation de la publicité. C'est-à-dire, est-ce qu'on interdit certaines publicités? Est-ce qu'on autorise d'autres? Est-ce qu'on limite certaines? J'ai encore, avant ça, j'ai un avant-dernier débat, excusez-moi, qui est comment on fait évoluer les modes de représentation. Et de ce point de vue-là, il y a énormément de travail à faire. Ça a été d'ailleurs dit, je crois, dans un message ou l'autre. Le milieu publicitaire est un milieu où on affiche des représentations et il y a tout à fait la possibilité de faire évoluer les choses. Même si ce n'est pas de manière suffisante, on peut quand même constater que le milieu publicitaire, les publicités, sur les publicités de genre, ont quand même amélioré les choses depuis une dizaine d'années. Même si ce n'est pas parfait, même s'il y a encore en effet des stéréotypes, mais on peut quand même considérer qu'il y a eu un effort fait. Et nous pensons qu'il faut qu'un effort de ce type-là, même meilleur que ça, soit fait par exemple sur le climat. Il est aujourd'hui tout à fait anormal qu'on ait sur des publicités pour le climat qui montrent une voiture en pleine nature, qui montrent une voiture avec une seule personne alors qu'elle peut en contenir 4, etc., etc., etc. Donc vous avez sur des modes de représentation la nécessité que la profession se dise il faut que mon mode de représentation systématiquement évite tous les gaspillages possibles. Et c'est la même chose, par exemple, sur les appareils électroménagers, de faire une publicité avec un tambour plein, etc. Enfin, il y a toute une série de choses où dans le mode de représentation, il est important de monter le mode de représentation qui soit le moins gaspilleur possible. Enfin, dernier élément, et évidemment pas le moindre, c'est l'interdiction, ou la régulation, ou la limitation. Nous, notre point de vue est le suivant, c'est qu'il ne faut pas faire de faux semblants, c'est-à-dire qu'il faut en effet un dispositif en dehors de quelques sujets particuliers sur lesquels le gaspillage est évident, mais sans ça, il est important qu'il y ait une interdiction des publicités à partir du moment où on anticipe l'interdiction d'un produit. Mais il ne doit pas y avoir de semblant, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que ce soit ni utile, ni souhaitable, ni même opérationnel d'interdire des publicités à partir du moment où on dirait non, vous avez tout à fait le droit d'acheter le produit. Il n'est même pas sanctionné par une fiscalité spécifique. Je pense évidemment à l'exemple du SUV. Tout ça, c'est du faux semblant. C'est-à-dire que si vous interdisez uniquement la publicité sur les SUV sans interdire les SUV, vous risquez d'avoir absolument exactement les mêmes ventes qu'auparavant. Vous aurez des phénomènes pervers qui commencent à arriver d'ailleurs, des publicités pour des SUV électriques, etc. etc. Donc, des publicités pour des voitures équivalentes. On a décrit tout ça dans notre rapport, l'ensemble des difficultés et des problèmes que pourrait poser. Et de la même façon, on pourrait s'interroger dans une logique d'interdiction, et je pose le débat sur la table,
Pourquoi, par exemple, on veut interdire la publicité pour les SUV ou sur les transports en avion et pas la publicité sur la mode qui est extrêmement émettrice de gaz à effet de serre, encore plus que ces deux secteurs. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un effort très considérable, hein, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une logique, une cohérence d'ensemble. Sinon, on se fait plaisir. Sinon, on interdit une catégorie, très bien. Est-ce que ça va changer de manière majeure la transition écologique? Sans doute pas. On se fait plaisir, c'est très bien, c'est satisfaisant, mais disons que la satisfaction est limitée. À partir du moment où on se pose la question qu'il faut que ce soit dans une logique d'ensemble et qu'il faut que les évolutions, les régulations de la publicité accompagnent des régulations sur le produit lui-même, à ce moment-là, on a une logique beaucoup plus intéressante parce qu'on se dit, eh bien, si on fixe par exemple l'horizon non plus à 2040 mais 2030 pour l'interdiction des véhicules thermiques, alors à ce moment-là, on peut se dire en 2025 par exemple, on interdit la publicité pour tous les véhicules thermiques. Voilà un exemple qui est, lui, tout à fait cohérent puisqu'on a une programmation de la disparition du produit et donc on a une programmation qui va derrière de la disparition de la publicité pour ce produit. Voilà un peu les quelques éléments dans le désordre et de manière un peu brutale peut-être parfois. Il y a déjà des réponses pour la troisième partie. Gildas a été interrogé ce lien entre publicité et consommation, publicité comme interface d'orientation de la croissance. Alors avec le micro, c'est mieux. Compte tenu de tout ce qui est posé, je vais quand même essayer de répondre à la fois à ce que j'ai noté qui défilait et pour aller vite, tout en répondant à la question. La question essentielle, c'est la question de l'interface, en fait. C'est la question de l'intention. La question qui est posée aujourd'hui par la société, par mes enfants, par mes voisins, par mes copains, par tout le monde, c'est de se dire mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Et donc, quelle est l'intention des acteurs de la communication sur la transition? Là, il faut être très clair. Moi, je crois, comme pour la plupart de mes clients, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent, n'importe quelle industrie, quand on parle à un agent économique aujourd'hui et qu'on lui dit est-ce que vous avez l'intention de faire partie de ceux qui nous foutront dans le mur ou est-ce que vous avez envie aujourd'hui de faire partie de la solution? En tout cas, chez Sidiez, il n'y en a pas, mais il n'y a personne aujourd'hui qui me dit « Ah bah oui, moi j'ai l'intention de faire partie des salopards ». Donc, ce qu'il faut interroger, c'est de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui nous donne ou pas les moyens d'accompagner les entreprises et les marques à changer de stratégie. Je pense que c'est ça. Et si le secteur a parfois, ça a été dit, mal réagi, de façon un peu lobby, en disant ils veulent nous tuer, nous c'est de l'emploi, etc. C'est parce que surtout on avait l'impression qu'il y avait une grande méconnaissance de ce qui se passe dans la réalité économique de notre secteur d'activité. Moi, je pense qu'on se doit d'avoir une intention citoyenne, une intention politique, parce que d'abord, les jeunes qui sont nos talents, ceux qui rejoignent les agences de communication, ils viennent parce qu'on a une intention pour être un agent de transformation. Ils n'ont pas du tout envie d'aller dans des vieux chevaux de bataille. Là. Ils n'ont pas envie d'aller participer à un système que, ça y est, on détecte comme étant délétère. Mais la question qui se cache derrière, c'est OK, alors qui dit quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire la liste des gentils et la liste des méchants? Moi, je suis historien et j'aime bien raconter que je me méfie des gens qui font des listes. Alors, les SUV, c'est pas bien, mais la fashion, c'est bien. H&M, non, c'est pas bien. Mais en revanche, Gap, c'est pas mal. Moi, je demande juste à un moment donné, dans un sentiment de société un peu groggy et anxieuse, qu'on sache me dire qui est en charge de ça. Parce qu'à un moment donné, faire peser sur nos épaules le choix, c'est-à-dire le fait que oui, là il faut promouvoir, non il ne faut pas promouvoir, ou faut… Comment on hiérarchise en fait? Et chacun est en train de faire sa petite tambouille dans son coin. Je peux vous assurer que moi, tous mes clients, ils ont la volonté de bouger, de transformer, de participer au mouvement. Dès que vous raccrochez avec l'un, celui d'après, si vous lui racontez, il dit « Ah ben non, eux, on sait bien que ce n'est pas vrai. » Donc, j'aime bien le dire parce que là, on est entre écolos en plus chez 4D. Et il faut faire très attention à ne pas poser un regard qui génère des crispations.
quand on veut faire changer de comportement à un individu, on sait qu'il faut très bien comprendre là où il peut y avoir une rupture dans l'action. Si vous dites aujourd'hui aux Français, à tous les Français, vous leur dites maintenant mangez du bio parce que c'est meilleur pour la santé. Alors tout le monde, il y a tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer du bio qui se mettent en colère et qui gueulent sur les ronds-points et ils ont raison de gueuler en disant mais de quoi on parle? Ceux à qui on dit que la voiture c'est pas bien, que ça pollue et que ça fait 40 000 morts par an, ils ont quand même le sentiment qu'ils ne sont pas en capacité d'agir et que du coup ils sont relégués dans une espèce de catégorie de la société qui n'avance pas. Donc moi j'aime rappeler quand même à toutes mes tribus avancées sur la transition écologique en conscience, de dire faites attention parce que à force de demander à des acteurs économiques qui aujourd'hui ne sont pas forcément en capacité d'agir, c'est compliqué. Donc bon, la question qu'on se pose nous en conscience et qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour que culturellement, et Valérie le rappelait tout à l'heure, on soit en capacité d'expliciter aux marques et aux entreprises de c'est pas une bonne idée, là vous allez vous planter, votre produit à mon avis je le pousserai pas. Et est-ce que vous avez pensé à un écolabel? Est-ce que vous avez pensé à une démarche qui permettrait de substituer votre produit à un autre? Mais c'est compliqué, ça se fait pas en une seule fois. Voilà. Je voulais juste vous dire un truc comme ça. Maintenant, je voulais réagir sur la notion de malice. Parce que c'est hyper intéressant ce que tu as dit, Géraud, sur le bonus-malus. Comment voulez-vous, en tout cas moi qui suis dans la matrice, comment voulez-vous que j'explique à des gens de la communication qu'il faudrait qu'ils communiquent sur le fait que le produit qu'ils vendent a un malus? C'est humainement impossible, c'est très compliqué. En revanche, quand on bénéficie, quand la bagnole en question, elle bénéficie d'un bonus écologique, alors vous êtes sûr que c'est sur la publicité. Il faut faire attention parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une rupture qui fait que le monde de l'écologie et les parties prenantes que nous sommes ici, on est vite relégués et il y a des façons puissantes de dire de nous qu'on n'a rien compris, qu'on est déconnecté du monde économique, qu'il nous faut de la croissance parce qu'il nous faut de l'emploi, parce qu'il nous faut de la consommation. Donc je me méfie un petit peu de ça. En revanche, je pense qu'il faut taper très fort sur la malice. Parce que quand tout d'un coup on voit une pub, moi qui m'a offusqué, d'un constructeur automobile ou d'un concessionnaire automobile qui propose de vous rembourser le malus, ça je trouve que ça devrait être sanctionné de façon un peu redoutable. Je voudrais revenir sur 2-3 trucs. Géraud, la publicité mensongère en France, quand même, entre nous, j'ai chauffé le débat. Je voudrais qu'on m'en parle parce qu'on a un cadre, on est le pays, je pense, le plus régulé, le plus réglementé en termes de publicité. Alors oui, il y a des trous dans la raquette, des trous qui nous exaspèrent, où on voit encore des sorties de route, c'est le cas de le dire, de créativité débile qui font des blagues ou des jeux de mots autour de la notion d'écologie. Mais il n'y a pas de malice, il y a un manque de culture que pointait Valérie tout à l'heure et une méconnaissance. Et c'est vrai que les officines ou les gens qui aujourd'hui font leurs blagues sur les réseaux sociaux ne sont pas très bons, ce qui peut-être explique les mauvais résultats qu'on a aujourd'hui dans le bilan ADEME ARPP. Mais je ne pense pas qu'avec la réglementation qu'on a sur le dos, la DGCCRF et tout le team, aujourd'hui, on est de publicité mensongère. Je vais quand même défendre un petit peu le boulot qu'on fait parce que moi, en tant que patron d'agence de communication, ça me coûte 10 000 balles par an de financer, sans demander d'argent aux contribuables, de financer une organisation qui, certes, Géraud l'a très bien dit, a des limites en termes d'ouverture, en termes d'inclusivité des acteurs, surtout du monde associatif, de l'ensemble de nos parties prenantes, mais il n'empêche. Sachez quand même qu'en France, on est un des rares pays où on ne peut pas vendre des cacahuètes ou des chips en montrant quelqu'un en consommant devant un poste de télévision ou un écran ouvert. On a à peu près une centaine de règles qui régissent tous les comportements qui apparaissent à l'écran ou à l'affichage. On est le seul pays à avoir ce niveau de réglementation. Donc, après, je vais me calmer, mais je voudrais quand même, sans être dans la défense corporatiste,
dire qu'il faut faire attention de ce qu'on peut obtenir sans que, moi c'est mon grand problème depuis que je suis patron de la RSE ou à la ACC, sans que des gens, des grands créatifs, des grands publicitaires, des gens qui sont intelligents me disent non mais ils ont fumé les écolos, quoi. À un moment donné, comment veux-tu que je vende une bagnole en mettant dessus il y a un malus? Comment veux-tu que je vende un produit avec une phrase en dessous qui va dire est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je pense qu'on a besoin là de concertation et d'intelligence pour se dire que si on veut vraiment bouger la machine, bah, il faut regarder précisément ce que ces agents économiques qui effectivement véhiculent beaucoup de pognon, hein, il y a beaucoup d'argent, mais les acteurs de ce secteur-là, bah, ce ne sont pas ni BNP, ni Nestlé, ni Unilever. Voilà, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais défendre aussi des agences. Moi, j'ai de la chance d'avoir une agence qui fonctionne très bien et je suis très heureux. Et j'ai le droit de dire à un client, écoute, on ne va pas pouvoir travailler ensemble parce que je ne vous crois pas. Et si je ne vous crois pas, si je ne le sens pas, bah, les consos, vos clients, ils ne le croiront pas non plus. En revanche, aujourd'hui, bah, il y a des tas de gens qui prennent des briefs où on leur dit n'importe quoi sans avoir la possibilité de lever le capot. Et je pense que c'est un enjeu important. Voilà, je me suis emballé, mais j'avais envie de dire tout ça. Merci Gilda pour illustrer le débat. Valérie a choisi quelques publicités. Alors, je ne sais pas qui fait Armel. C'est pas moi. Pardon? Non, c'est Armel, je pense, ou Vaya, le partage d'écran pour montrer les publicités. Voilà. Super. Merci beaucoup. Ouais, directement la suivante. Si ça t'ennuie pas, je ne sais pas qui c'est, mais merci en tout cas à la personne qui est en train de faire ça. Passons directement à la… Oui, on n'a qu'à les mettre en plein écran. Voilà. Et celle d'après, peut-être. Peut-être que ça peut… bon, c'est une petite sélection de publicités. J'en ai pris que 2-3, mais bon, voilà. C'est une publicité que vous avez peut-être vu fleurir de la société Vattenfall, hein, qui est un des leaders européens de l'énergie. Hein, il est suédois. Bon, et cet annonceur, enfin cette marque, pardon Gildas, est présente sur le marché depuis fin 2018. Et voilà qu'elle nous annonce dans cette publicité notre objectif, une vie sans énergie fossile d'ici une génération. Waouh! D'accord? On a la photo d'un enfant devant, d'une petite fille, et puis en arrière-plan, vous avez un ensemble d'éoliennes. Bon, et donc l'argument commercial, c'est profiter d'une électricité neutre en carbone et jusqu'à 10% moins cher. Bon, d'accord, on comprend qu'ils ont envie d'atteindre la neutralité carbone, qu'elle est garantie aux consommateurs français en phase de production, mais uniquement grâce à de la compensation carbone par achat de garantie d'origine. Alors là, déjà, on commence à s'inquiéter un petit peu. Et puis, par ailleurs, par rapport à la recommandation de développement durable de la RPP, on voit que, alors qu'un message publicitaire doit exprimer avec justesse l'action de l'annonceur, la promesse nous paraît quand même, somme toute, assez délirante, puisque grâce à seulement Vattenfall, on pourrait vivre une vie sans énergie fossile d'ici une génération. Vous ajoutez à ça un petit peu d'éléments visuels qui ne sont pas utilisés du tout de manière proportionnée à l'argument écologique. Hein. Vous voyez tout notre champ d'éolien derrière et qui nous fait croire qu'on va acheter de l'énergie éolienne. Mais en France, ce n'est pas de l'énergie éolienne que provient l'essentiel de notre énergie. Donc, bref, on a aujourd'hui une publicité qui contrevient à la recommandation. Et d'ailleurs, le jury de déontologie publicitaire qui a été saisi par un particulier a déclaré la plainte fondée. Alors, si on regarde le visuel d'après, et c'est là où c'est intéressant, c'est que la société Vattenfall, elle s'est dit, bon,
après tout, faut peut-être quand même, et je trouve que la démarche est intéressante, c'est en ça que c'est toujours intéressant à regarder, faut peut-être que je regarde et que je comprenne mieux comment on a pu arriver là, alors que la façon dont Vattenfall travaille est plutôt, peut être quand même en tout cas assez intéressante. Et donc, ensuite, ils ont décidé de retravailler sur le fond. Et comme vous pouvez le voir, on a d'une part un slogan qui va changer, hein, c'est « Contribuons à une vie sans énergie fossile d'ici une génération ». Donc, on a une promesse qui est beaucoup plus proportionnée par rapport à l'engagement que peut faire Vattenfall. Vous remarquerez que derrière cette petite fille, feu les éoliennes, je suis tentée de dire. Et aujourd'hui, je trouve que c'est assez intéressant de voir comment un annonceur un peu, qui est dans l'écoute, ce n'est pas le cas de tous les annonceurs, en tout état de cause qui sont, comment ça s'appelle, dont la plainte est déclarée fondée par le jury de déontologie publicitaire, a décidé de retravailler comment ça s'appelle, ses visuels et de faire une publicité qui soit plus en cohérence avec les recommandations. Sur l'autre publicité que je vous ai choisie, alors est-ce que c'est possible de faire jouer le son, le film, s'il vous plaît? Ah, eh bien non, c'est possible, mais ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas le son. Bon, c'est pas grave, non, c'est pas celle-là, c'est celle d'avant. C'est ça, ça n'a pas encore. Il faut repasser à la slide précédente. Voilà, celle-là. Non, la slide précédente, la slide de Candia. Bon, tant pis. Le son. C'est Vaya là, qui a pris la main. Est-ce qu'avec le son, il y a quelque chose ou pas? Vous choisissez Candia pour votre famille. Vous accompagnez des fermes familiales qui font vivre nos campagnes. Vous partagez des valeurs communes, comme le partage équitable des bénéfices. Vous soutenez une coopérative solidaire, où chaque voix compte, qui collecte le lait dans toutes les régions de France. Car depuis 1971, Candia appartient à des éleveurs passionnés, qui continueront de s'engager pour les années à venir, pour un lait de qualité 100% français et 100% solidaire. Candia, on n'a jamais fini de grandir. Merci beaucoup d'avoir trouvé la solution. Je trouve que cette publicité, elle en a interpellé pas mal parce que quand on voit une publicité sur des engagements d'une entreprise, on a toujours au départ un petit mouvement d'inquiétude. Et bien là, on est plusieurs en tout cas à trouver que Candia a réussi l'exercice en rappelant à la fois son engagement de longue date, hein, depuis 1971. Elle explique que son lait, que c'est une coopérative, qu'elle fait un lait français et solidaire. Et je trouve que dans un format pub 30 secondes, elle a réussi à communiquer sur ses engagements en faveur de la transition écologique d'une manière qui n'a rien de non proportionné, mais qui au contraire sonne plutôt juste. Et donc, ça montre bien son engagement réel, qui est cohérent avec ses valeurs et son business. Et je trouve que ça, c'est intéressant à mentionner. Cette campagne est assez récente et vous l'avez peut-être vu vous-même à la télévision. Dernier petit exemple, c'était juste pour vous amuser, vous amuser, vous attrister, vous choisissez. L'exemple de Beko, donc, qui est une marque d'électroménager. Et alors là, lui, il a décidé de nous vanter son lave-linge Aquatech en assimilant tout ça à une magnifique cascade. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une pub d'EDF à un moment où la cascade avait la forme d'une tour réfrigérante de centrale nucléaire. Bon, bref, donc la cascade, visiblement, a l'air d'être quelque chose de prisé et donc là pour vanter les atouts du lave-linge. J'ajoute à ça qu'il y a plein d'autres visuels qui sont aussi liés et qui vous montrent un vêtement qui est taché, qui est plongé dans l'eau, qui dérive, qui tombe dans la cascade, se retrouve dans le lave-linge, donc bref. Et tout ça pour vous finir par inspiré par la nature. Alors là, quand on a vu cette publicité, c'est vrai que les bras nous en sont tombés
Et notamment parce que ça contrevient au point 7.4 de la recommandation, hein, qui dit que quand une publicité utilise un argument écologique, l'assimilation directe avec un élément naturel, que ce soit un animal, un végétal ou autre, est à exclure. Eh bien, le inspiré par la nature, le fait que dans un autre des visuels que je ne vous ai pas mis là parce que je n'avais pas la place, il optimisait le mouvement de l'eau, il optimisait la puissance de l'eau, eh bien, on en vient à se dire que mon lave-linge, c'est un élément naturel. Bref, le jury de déontologie publicitaire ne s'y est pas trompé et a déclaré également la plainte fondée en matière disons du fait qu'il contrevenait à la recommandation développement durable de la RPP. Voilà, très rapidement brossé, je rappelle une chose, c'est que n'importe lequel d'entre nous, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'association, peut, quand il a connaissance d'une publicité qui lui paraît être un manquement par rapport à la recommandation de développement durable, peut déposer plainte sur le site du jury de déontologie publicitaire qui lui répondra si jamais que sa plainte soit fondée ou non et qui lui expliquera les suites qui seront données. Voilà très rapidement brossé 3 publicités. Merci beaucoup Valérie de ces illustrations. Marc, quelques questions? Oui, alors nous avons quand même quelques réactions sur les échanges qui ont eu lieu. Alors tout d'abord, et c'est intéressant dans le cadre d'une vision développement durable, ne pas oublier le social. On a très peu parlé du social dans les échanges. Et puis, deuxième chose, effectivement, la compréhension de différents étages. Il y a celui du langage, en quelque sorte, qui est notamment travaillé par la RPP, les recommandations. Il y a celui, après, du contenu qui vient du marketeur, d'une certaine manière. Donc, le publicitaire ne serait pas responsable du produit. Et enfin, il y a le rôle de l'État qui pourrait définir des réglementations de type obligation de mentionner le bonus-malus. Et la question qui est posée, c'est effectivement, ce n'est pas aux publicitaires, aux communicants de définir cette règle-là, mais c'est bien une question qui doit venir de l'État ou d'une autorité, d'une réelle autorité de régulation. Voilà un petit peu les réactions à votre échange. Merci Marc. Alors, je vais demander un exercice compliqué à nos 3 intervenants parce que c'est passionnant, mais il nous reste que 20 minutes. Et je sais qu'il y a des gens qui piaffent de vous poser des questions. Donc, est-ce que vous pourriez prendre ces questions transmises par Marc et les insérer dans vos réponses à la 3e partie qui sont les propositions pour une évolution et faire ça très vite pour permettre de ne pas dépasser l'heure et puis éventuellement de prendre des questions finales. Et merci Gildas. Donc Géraud, mais Géraud a déjà commencé. Moi je voudrais me concentrer simplement sur 2 réactions par rapport à ce que j'ai déjà exposé assez largement quelques idées. 2 réactions par rapport à ce sujet. Premier sujet, le bonus, c'est qui doit faire quoi? Ce qu'a dit Gilda. Je pense que le milieu publicitaire dit et revendique, et en partie à juste titre, d'informer le consommateur. Et je pense que, alors de manière adaptée, il faut qu'il y ait un dialogue avec le milieu publicitaire pour comment ça doit se faire, mais qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux d'action écologique, il est absolument incontournable que les publicités informent le consommateur sur les impacts climatiques des produits. Alors, ça peut se faire de manière différente, mais la réalité, elle est quand même là. Et l'État, il est quand même là pour dire aussi, voilà, quand je fais un barème, je veux que ce barème soit, en tout cas, cité d'une manière ou d'une autre en dialogue avec le publicitaire. Je pense que c'est incontournable. Si ça n'était pas perçu par les publicitaires, à ce moment-là, il faudrait s'interroger pour savoir est-ce que vraiment les publicitaires informent les consommateurs ou pas.
Et je pense que la revendication traditionnelle des publicitaires, dire on informe les consommateurs, serait totalement battue en brèche dans un contexte de transition écologique par une attitude de ce type-là. Tout ça doit faire l'objet de discussions, etc. Mais je crois que cette ligne directrice me paraît tout à fait importante. Deuxième élément sur les images qu'a montré Valérie, qui était passionnante, pour montrer à quel point il y a quand même des progrès encore à faire, c'est que si j'ai bien compris, la dernière publicité est passée selon les règles de... alors que la machine à laver le linge était vide. La photo était vide. Voilà, typiquement un problème de représentation et qui montre que manifestement, là, il y a encore des efforts considérables à faire pour éviter des publicités qui montrent des situations de gaspillage. Merci Géraud. Gilda? Alors, comment répondre à tout ça? Oui, Géraud, tu as raison. En fait, le truc, ce que je me suis mal exprimé, je pense qu'il faut que ce soit cadré et imposé. Voilà. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Parce que, je veux dire, ça n'est pas intuitif et ça n'est pas instinctif. J'ai vu dérouler une question qui n'a pas été reprise par Marc, qui est une question clé dans la publicité, c'est la notion de créativité. C'est incroyable, mais peut-être ne le savez-vous pas, mais la publicité, nous ne sommes pas rattachés au ministère de l'économie, mais au ministère de la culture. C'est dingue. Nous sommes des créatifs. Voilà. Et donc, on vient quand même d'un background qui est que nous, on fait la jolie histoire autour de Homo ou Dash ou je ne sais pas quoi. On vous raconte la belle histoire, on vous fait le joli film. Voilà, c'est ça, on vient de là. Et donc, comment voulez-vous aujourd'hui, à l'heure que les consommateurs citoyens, comme le dit Valérie, sont 27% uniquement à croire le discours des entreprises, qu'ils disent et qu'ils attendent des solutions de la part des entreprises et des marques dans leur engagement, qu'ils veulent être guidés dans une consommation plus responsable, on voit bien qu'on frotte avec ce sujet de la créativité, du storytelling, de la belle histoire, qui fait que voilà, c'est le monde, ouais, c'est Alice au pays des merveilles, quoi. Je me mets un déodorant, toutes les filles me tombent dans les bras. C'est simple la vie dans le monde de la publicité, d'où l'on vient. Et cette mue que nous devons accepter, qui est d'accepter la complexité. Et c'est là où la question est très large. C'est que, est-ce que nous sommes encore dans le bon format ? Ça nécessite de la complexité, d'expliciter les bénéfices d'un produit, d'un usage, d'un changement de comportement, tout en considérant la hiérarchie que le consommateur doit faire en conscience de « oui, mais ça a des impacts dans telle ou telle façon dont je vais utiliser le produit ». C'est vraiment un enjeu clé. Moi, si la pub Candia est bonne, un peu de pub ne nuit pas, c'est parce qu'on a travaillé avec cette marque à un récit long d'expression, de développement durable, dans lequel on a pu donner tous les jalons de ce que le consommateur doit entendre pour préférer cette marque. Et puis, en termes de solutions, juste pour répondre sur la partie plus sectorielle, on va avancer et nous avançons avec les États généraux sur l'annonce d'une trajectoire climat et d'une obligation aujourd'hui non plus à mesurer l'impact carbone de nos productions, mais à imaginer la façon dont on peut prendre en compte cette trajectoire climat pour au moins répondre au rendez-vous 2030 qui est déjà très lourd. Voilà. Ravi de prendre d'autres questions. Merci beaucoup Gilda. Valérie, court. Oui, et cette 3 question secondes. du rôle de l'information au consommateur qui sort et ressort. Oui, la question du rôle de l'information au consommateur, effectivement, moi je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous savez, mais il faut à la fois qu'on se pose la question de l'information et de la pédagogie qu'on peut faire sur les publicités et en même temps de savoir quelle information on peut donner. Tout à l'heure, Gildas disait, on ne va pas aller faire la promo du malus.
Mais en revanche, la promo du bonus, oui, c'est quand même beaucoup plus simple. Oui, bah ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi personne ne fait la promo de l'écolabel qu'il a eu et ne met pas ça, sauf à de très rares exceptions. Homo qui sort en ce moment, tu Non, vois. mais d'accord, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, oui. Et donc, là-dessus, ça pose quand même un certain nombre de questions. On n'a jamais trouvé ça sexy. Ce n'est pas un argument de vente. Donc, ça pose quand même un problème. Tu me parles de créativité. C'est fantastique, hein, la créativité. Mais comment ça se fait que tous ces labels, notamment qui existent, qui sont obligatoires, je ne te parle pas de tous les labels inventés ou autres, etc., qui ne veulent rien dire. Et on finit par se demander même s'ils n'ont pas été créés pour perdre le consommateur dans l'affaire. Bon, bref, toujours est-il que là-dessus, on a un besoin de travailler avec la publicité pour qu'ils fassent mieux connaître, comprendre et donc qu'ils participent à l'œuvre de pédagogie qui est d'amener le consommateur à devenir un consommateur et surtout qui l'amène à rester un citoyen avant tout et dont les pas vers l'achat soient guidés sur la base d'un certain nombre de labels qui existent et qui sont très clairs aujourd'hui. Donc ça, moi, je pense qu'il y a déjà des choses là-dessus. Juste pour votre info, parce que ça peut éventuellement vous intéresser, c'est qu'on bosse avec TF1 Publicité à la mise en place d'espaces dédiés pour des publicités qui portent sur des produits à moindre impact sur l'environnement. Ils ont lancé ça l'année dernière. C'est un travail important. Ce n'est pas si simple que ça, même quand on est une très grosse régie publicitaire. Et ils s'appuient sur des produits qui disposent de labels que nous, ADEME, avons référencés. Aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, la régie pub de Radio France a annoncé qu'elle allait bosser également avec nous sur ces mêmes sujets. On voit qu'aujourd'hui, les régies publicitaires des gros médias commencent à se saisir de ça et heureusement, parce que je pense qu'au-delà des marques, au-delà des agences, il y a bien sûr aussi dans le paysage tout le poids des régies publicitaires et là-dessus, ils peuvent jouer un rôle important en mettant en avant des initiatives, en mettant en avant des actions qui sont menées et sans doute que à ce titre-là, ce que l'on voit fleurir en ce moment n'est pas dénué d'intérêt. Je signale aussi que Le Monde travaille sur un certain nombre de choses, Canal travaille aussi sur ces sujets-là. Bref, il y a des choses qui bougent. Donc, la mobilisation des médias côté pub me paraît importante et des médias de façon plus générale me paraît également importante pour pouvoir poursuivre l'œuvre d'information et de pédagogie sur ces sujets de transition écologique parce qu'effectivement, on a besoin de se servir de tous les canaux. Juste un petit point, hein. Moi qui suis aussi une marque qui fait de l'annonce, de la publicité, hein, que ce soit pour faire, faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique ou pour longue vie aux objets, sur l'allongement de la durée de vie des produits. J'arrive à passer dans des formats courts. Je ne pense pas que la question du format soit le principal problème que l'on a. C'est la réflexion globale, mise en perspective de ce fameux storytelling qui, pour moi, est la vraie question. C'est-à-dire qu'à force de réfléchir en silo et à force de se dire, bah voilà, là-dessus, je vais faire une stratégie de coût pour gagner telle ou telle part de marché, mais pas de réfléchir globalement sur ce que je veux raconter, alors qu'on nous bassine à longueur de temps sur l'entreprise à mission, l'entreprise à impact positif, ou je ne sais plus trop quels sont les noms parce que je finis par m'y perdre, il y a peut-être quand même quelque chose à mettre en cohérence et en alignement entre ces paroles et ces actes. Deuxième point, j'aimerais quand même dire, et ça répond à une des questions que j'ai vues, hein, c'est bien évidemment la pub, elle n'a pas toute la responsabilité sur ses épaules. Le publicitaire, il promeut un produit qu'on lui a demandé de promouvoir. D'accord ? Il peut faire comme Gildas et dire celui-là, on ne va pas pouvoir faire affaire. Enfin bon, le produit, il est produit. Donc, il y a quand même aussi une responsabilité au niveau de l'offre, de produits qui nous sont proposés et qui sont des produits qui ont un impact environnemental conséquent. Donc là-dessus, je ne voudrais pas qu'on puisse croire que dans notre débat, tous les trois, on n'est pas alignés sur le fait que la pub n'a pas toute la responsabilité sur le dos, ça c'est sûr. Dernier petit point, je trouve que justement, le fait de mettre en avant
tous ces labels environnementaux de façon plus incarnée, de façon plus visible, etc., au fur et à mesure, on va forcément pouvoir commencer à s'interroger, à regarder autrement les produits et peut-être aussi que cela va permettre de générer notre questionnement sur les besoins. Tu as dit tout à l'heure, Gildas, oui, est-ce que franchement on peut vendre en disant en avez-vous vraiment besoin? Je rappelle que certaines marques, que ce soit Patagonia ou d'autres, ont commencé, ah bah t'étais sûr, hein, t'avais qu'à pas dire ça, ont commencé à se servir de cet argument-là. Et que là-dessus, oui, peut-être que tout le monde ne peut pas le faire, mais en tout état de cause, c'est une question sur laquelle qu'il faut que l'on se pose. C'est cette question d'une passage d'une économie linéaire à une économie circulaire, à la question d'une économie de la fonctionnalité peut-être, qui permette de vendre peut-être moins de produits, plus de services. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. C'était la dernière ligne droite pour poser vos questions. Merci de les mettre dans le chat. Et pendant que Mars… Attends, il y a Sylvie qui… Pardon. Il y a Gildas qui veut dire quelque chose. Oui. Oui, juste sur le social, parce qu'effectivement, ça je voulais en parler aussi. Hein. Ça m'a touché. Je l'ai à peine évoqué en parlant de la communication vis-à-vis de celles et ceux qui sont dans des contraintes de pouvoir d'achat telles que nous, dans la communication responsable et dans les enjeux de messages, quand je parlais du bio ou que je parlais de la voiture, l'expérience des gilets jaunes en est une trace très significative. Il faut faire très attention au public qu'on adresse et il ne faut pas penser que on peut. Il faut penser à chaque fois qu'on fait un message ou une communication. Nous, on bosse depuis 3 ans pour l'agence bio. On est très attentif à ne pas renvoyer vers des foyers qui n'ont peut-être pas possibilité, pas accès, qui sont tellement contraints dans leur caddie. Je le répète tout le temps, 20% des Français font leur caddie à 1 euro près. 20% des Français font leur caddie à 1 euro près. Et je pense qu'avec la crise, on va être bientôt à 25. Donc, nous, on a aussi cette responsabilité-là de considérer que tout le monde n'a pas accès, n'a pas le moyen de passer dans la transition, parce que parfois, quand on est dans la survie, les priorités sont autres. Et c'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Merci d'avoir mentionné ce point sur lequel je voulais aussi rebondir. Donc, juste vos dernières questions en chat, et Marc va les gérer. Juste un dernier point à nos intervenants avant ces questions. Vous avez tous exprimé votre amour à 4D. En 2 phrases, quelles sont les recommandations que vous pourriez faire à l'association 4D et à ses adhérents pour qu'ils jouent un rôle dans ce sujet de faire évoluer la publicité? Bon, je me lance. Moi, je pense que le monde de l'écologie doit participer à la paix sociale. C'est-à-dire que dans un monde où on se déchire, où les fake news rendent les rencontres, les débats compliqués, je pense que le monde de l'écologie doit être un acteur bienveillant qui doit consolider des consensus et doit surtout pas pousser à des retranchements ou à des postures que je qualifierais violentes pour ceux qui ne sont pas au même niveau du chemin et que l'on peut du coup renvoyer dans leur colère. Je pense qu'on a un énorme sujet. Moi, en termes de communication, je fais du vélo. Depuis 15 ans, je fais du vélo dans Paris et je me dis, il ne faut pas faire de doigt d'honneur, il faut sourire. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut juste qu'on fasse envie et il faut participer à une vision apaisée de la société plutôt que de radicaliser les positions de chacun. Merci Gilda. Valérie ou Géraud? Oui. Oui, Valérie, non? Comme tu veux. 2 choses qui me paraissent extrêmement importantes. D'abord, je crois que tous ces sujets ne peuvent bien se comprendre par une très large majorité de la population, aussi dans un récit positif, que j'aime bien d'ailleurs en particulier, et que ce récit n'apparaît pas encore du tout suffisamment dans les expressions, trop les débats sur les interdictions, etc. Ça fait partie de cela.
alors que dans le cadre d'un récit positif, on peut comprendre des mesures dès lors qu'elles sont discutées, acceptées, mesurées dans un récit positif et qui donne envie. C'est tout à fait possible, et je pense que l'écologie, de ce point de vue-là, a vraiment beaucoup de progrès à faire. La deuxième chose, c'est que ma conviction, c'est qu'on pourra réussir la transition écologique qu'avec tous les acteurs, et donc y compris avec le milieu publicitaire. Naturellement, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des... Mais je crois que c'est très important d'écouter le milieu publicitaire, de ce qu'il a à dire, pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Moi, je me dis... Oui, j'ai encore une question. On avait choisi sur la question du social, hein, évidemment, il y a le social et l'économique. On avait choisi ce soir le prisme de l'écologie, hein, mais on pourrait refaire, après tout, pourquoi pas un débat sur les enjeux sociaux. Ils n'ont pas été oubliés, c'est juste qu'on avait pris ce prisme-là. Valérie. Non, mais je trouve que c'est intéressant cette question de l'apaisement du débat, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives où on arrive à mettre face à face, et je me rappelle une intervention qu'on a faite avec Gildas où on avait à la fois Mathieu Orphelin, un représentant de l'UDECAM, un représentant de Publicis, un représentant des annonceurs, bref, d'arriver aussi à faire en sorte que les gens se parlent et non pas uniquement en face à face, enfin, ou par écran interposé, mais en tout cas ensemble et en ayant les caméras allumées, de façon à participer en pleine conscience à un vrai débat. Ça, je pense que c'est extrêmement important, et peut-être que ce sont des choses qu'on n'avait pas faites depuis longtemps, même si quand Gildas nous a permis de nous replonger dans nos années d'Advisor, c'est-à-dire dans les années 2010-2012, on se rappelle que ce n'était pas non plus un long fleuve si tranquille que ça, mais qu'on avait fini par apprendre à se comprendre, à s'écouter et à se comprendre. Moi, je trouve qu'il y a un sujet sur lequel, en tout cas pour 4D, qui peut être un sujet important, et je repensais à ce que disait Vaya ou Benoît, c'est la question des modes de vie, mais c'est la question de ça veut dire quoi la définition des besoins, la définition de la consommation excessive. On voit bien que là-dessus, on a une petite réaction un peu épidermique par rapport à tout ça. Dans la reco à RPP, cette question de la consommation excessive est pointée. Gildas te dirait comment on va faire pour dire que c'est une consommation excessive. Je peux faire les questions et les réponses avec Gildas, c'est ça qui est bien. Mais oui, c'est un vrai questionnement. Et une consommation excessive pour qui, par rapport à quoi? Qui serions-nous pour pouvoir juger que la consommation d'une personne est excessive par rapport à une autre? Bref, en tout cas, il y a aujourd'hui un vrai débat à enclencher sur ces questions-là, un débat philosophique, historique, un débat aussi par rapport au poids économique que représente le secteur. Bref, ça permet sans doute de se réinterroger sur l'imaginaire collectif dans lequel on a envie d'embarquer les gens, qui est celui d'une plus grande sobriété, d'un monde plus sobre, mais d'un monde plus sobre qui ne soit pas uniquement subi. Et ça, je fais référence notamment aux personnes qui ont, disons, le moins de moyens, mais une sobriété qui soit acceptée, quelque part intériorisée, et qui permettent disons, de ne plus aller autant dans le mur que la vitesse à laquelle on va à l'heure actuelle, avec tout l'épuisement des ressources notamment. Merci Valérie. Si vous nous autorisez quelques minutes de dépassement, Marc. Oui, alors il y a une question qui réapparaît là, c'est celle de la formation des consommateurs. Oui. Valérie a abordé la question des logos et des labels. Et effectivement, cette question sur la formation des consommateurs, à décrypter le message, à voir ce qui est important, semble quelque chose d'important à faire avancer. Comment le faire avancer? Voilà, c'est peut-être la question. Bien évidemment, mais Sylvie l'a mentionné, la question du social nous importe beaucoup, hein. Et avec ces deux aspects, c'est à l'amont l'impact social de la production, à l'aval la capacité des différents milieux à consommer en regard
du message envoyé. On pourrait parler du supplément du Monde, qui est ce titre-là tout à fait passionnant. Voilà, donc en tout cas, la formation. Comment voir la formation pour le décryptage de la publicité? Alors, très, très, très rapide, hein, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les marques et les entreprises qui s'emparent du sujet de la consommation responsable, c'est vraiment un axe majeur. C'est-à-dire que la plupart des marques aujourd'hui ont compris qu'elles devaient absolument redorer leur blason en parlant de meilleure consommation. Moi, j'ai accompagné le chat. Aujourd'hui, on fait de la communication auprès des consommateurs sur, c'est pour toi, Géraud, mais pour comment on remplit bien sa machine à laver, comment est-ce qu'on utilise moins de produits. Pour Vademecum, on montre que c'est une noisette de dentifrice qu'il faut l'utiliser moins. Bref, les entreprises et les marques ont compris que pour retrouver du crédit et de la confiance, elles devaient absolument s'exprimer sur cette information consommateur. Donc, je ne fais pas partie des ultralibéraux qui disent faisons confiance aux entreprises, faisons confiance aux consommateurs et tout roulera tout seul. Je ne suis pas Monsieur Guizot, mais je pense quand même qu'il y a une voie qui est en train de se faire de réalité de la part des annonceurs. Je pense que pour compléter ce que dit Gildas, on le voit d'autant plus que c'était quand l'Union des marques a lancé son programme FAIR. C'était pas un sujet il y a 3 ans, hein, c'était pas un sujet qui les avait intéressés et même au contraire, ça avait été un peu balayé. Et puis là, dans le cadre du nouveau programme FAIR qu'ils sont en train d'élaborer, cette question justement du rôle des marques que peuvent jouer les marques pour accompagner, disons, les bons gestes, la bonne connaissance du consommateur, a refait surface. Sachant que le chemin de crête est peut-être ténu et que si c'est pour s'acheter une indulgence, comme à l'époque de l'Inquisition, attention, parce que là-dessus, le consommateur, ce n'est pas un crétin. Hein. Il vous fera un effet boomerang assez violent. Donc, soit c'est une démarche sincère, qui n'est pas une démarche d'ailleurs nécessairement de marque au sens où on vante la marque, etc. partout, mais on est plutôt dans le message de fond. Et là, ça peut être intéressant. D'ailleurs, je le rappelle, on peut même, nous, en tant qu'ADEME, apporter des contenus qu'on co-brande, justement pour permettre d'éviter toute tentation ou tentative de contenu qui pourrait être uniquement pour louer la marque et sa perspicacité. Mais je trouve que là-dessus, effectivement, il n'y a pas de raison que les marques n'aient pas le droit de s'exprimer sur ce sujet-là. Maintenant, je dis, petit warning pour qu'on soit prudent sur la façon dont on s'exprime et sur les informations que l'on va donner. Et donc, je reviens à mon premier sujet, qui est nécessité d'avoir des intervenants qui sont formés, que ce soit côté de la marque ou côté des agences, de façon à ce que les contenus soient des contenus exacts et que quand on ne sait pas quelque chose, eh ben on se tait et ça va beaucoup mieux plutôt que de tenter de faire des inventions qui peuvent être préjudiciables. Bon, tout d'abord pour l'écologie et puis ensuite pour la marque. Géraud, et ce sera le mot de la fin. Ajouter à tout ce qui a été dit, je pense que le débat était intéressant et je suis sûr j'espère qu'il va déboucher sur des choses. Mais je vois, il y a déjà, en effet, Gilda a raison, un certain nombre d'évolutions qui sont enregistrées et qui sont positives. Eh bien, c'est le moment de vous remercier, d'abord vous trois. Merci, c'était absolument passionnant et il y a vraiment une demande pour continuer sur le sujet social. Donc, on pourrait y réfléchir. Je voulais aussi remercier Vaya et Armel qui étaient à la manœuvre technique. Merci d'avoir réussi à ce que tout se passe bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces réunions. Et puis, merci à Marc d'avoir fait au fur et à mesure la synthèse des questions. On les garde, hein, et puis on verra comment on peut vous répondre. Et puis, merci à tous. Merci à tous d'être restés, même au-delà de l'heure prévue. Un très, très grand merci. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'espère qu'il en est de même pour vous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Merci à tous. Merci à tous. Merci.